Donc, je commence par la partie 1. L'énergie, c'est quoi? Fondamentalement, l'énergie, c'est un travail. Donc, avant d'avoir utilisé cette énergie, c'est un potentiel de travail. C'est un travail, évidemment, qui, à l'origine, était fait par des êtres humains. À l'origine, on faisait tout nous-mêmes. Après, on a mobilisé les animaux pour faire ce travail. Après, on a mobilisé la force du vent. Puis après, on a mobilisé d'autres énergies, comme le pétrole, etc., ou le charbon d'abord, etc. Euh, donc, le travail, ça consiste, par exemple, à monter un objet en hauteur, ce qui demande de l'énergie, ou bien chauffer un objet, par exemple, ou le refroidir. Le travail, c'est une puissance de travail multipliée par un temps pendant lequel cette puissance travaille. Donc, typiquement, et ça fait de l'énergie. Donc, typiquement, une voiture d'une certaine puissance qui roule pendant une demi-heure pour monter un col, elle aura consommé de l'énergie. Elle aura multiplié sa puissance. Si c'est une grosse voiture, elle a plus de puissance par un temps. Et donc, si elle a pris le même temps, elle aura consommé plus d'énergie. Une autre façon de voir la chose, c'est de voir le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale à l'utilité. L'énergie primaire, c'est par exemple du pétrole, c'est par exemple de l'eau qui se situe en altitude, c'est par exemple du vent, c'est par exemple du rayonnement solaire, c'est par exemple de l'uranium. On le récolte dans la nature, on doit le convertir, le transporter, on a des pertes, et finalement on le convertit en énergie finale. Par exemple de l'électricité ou de l'essence ou des pellets de bois, par exemple. Puis ensuite, cette énergie finale qu'on achète, on, doit, on la transforme en une utilité. Par exemple, on monte un col en voiture, ou on éclaire une salle, ou on chauffe un aliment, ou on chauffe une pièce, etc. Et puis évidemment, dans la transformation entre l'énergie finale et l'utilité, il y a de nouveau des pertes. Les pertes, elles sont figurées ici jusqu'à l'énergie finale par la flèche rouge, et puis ici par la flèche rouge euh, de l'énergie finale à l'utilité. Donc ça, c'est le concept d'énergie. D'ailleurs, ça vient de l'idée de l'outil du travail en grec, le mot énergie. Alors, quelle est la situation de départ en Suisse? On consommait 215 TWh d'énergie. Pour vous donner une idée, un TWh, TVH, c'est l'équivalent d'un milliard de kilowattheures et c'est et le lac de la Grande Dixence, quand il est plein et vous videz tout l'eau jusqu'à Sion, ça produit 1 TWh d'électricité. Donc, autrement dit, on consomme 215 fois en Suisse le volume de la Grande Dixence actuellement en énergie. Donc, c'est absolument colossal. Alors, d'où provient notre énergie finale en Suisse? Elle vient des combustibles pétroliers, donc du mazout, qui est fossile, de l'essence qu'on met dans les voitures, du diesel qu'on met dans les voitures et les camions, du kérosène qu'on met dans les avions, et du gaz qu'on utilise principalement pour le chauffage et un peu pour l'industrie, un tout petit peu du charbon aussi. On utilise encore un tout petit peu de charbon en Suisse, principalement dans les cimenteries pour chauffer le calcaire. Et puis, dans le chauffage à distance, la moitié est fossile, parce que le chauffage à distance, enfin, le chauffage à distance des déchets, parce que dans les usines d'incinération des déchets, auxquelles sont reliés les systèmes de chauffage à distance des grandes villes, la moitié des déchets, c'est du plastique, donc à l'origine du pétrole. Puis après, vous avez, donc ça, le fossile, ça fait 60% de notre approvisionnement énergétique, entièrement importé, on est entièrement dépendant. On extrait zéro fossile en Suisse, tout est importé. Ensuite, vous avez le bois qu'on utilise pour le chauffage, un tout petit peu des déchets industriels qu'on utilise aussi souvent pour le chauffage, un tout petit peu de biocarburant, un tout petit peu de biogaz, un tout petit peu de chaleur solaire, donc les systèmes de chauffage solaire, et puis passablement de chaleur ambiante. Ce qu'on appelle la chaleur ambiante, c'est la chaleur récupérée dans l'environnement par les pompes à chaleur. Mais je vous expliquerai plus en détail ce dont il s'agit après. Et puis, vous avez un bon quart, maintenant c'est un peu plus qu'un quart, c'est de l'électricité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au maximum historique en 2010, on consommait 251 TWh et maintenant on a descendu à 215. Et donc on a fait des progrès assez importants d'efficacité, alors même que la population a quand même pas mal augmenté. Et ça c'est super intéressant. Cette évolution, elle est très favorable. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce dernier quart, à l'électricité. Comment se décompose-t-il? Comment est-il produit? L'électricité, elle est principalement produite en Suisse, même si on fait toujours des échanges. Parfois, on en exporte, parfois, on en importe. Mais en 2023, la dernière année pour laquelle on a des statistiques complètes, on a consommé 66 TWh d'électricité. On a produit, pardon, 66 TWh. On a une demande nette de 58, puis on a des pertes dans les réseaux, pertes de transport, parce que les lignes électriques s'échauffent, de 4,2. Donc, on a produit plus d'électricité
que ce qu'on a consommé. Comment est-ce qu'on a consommé cette électricité? Ben, les centrales au fil, produit, pardon, cette électricité, c'est les centrales au fil de l'eau, donc sans lac d'accumulation qui ont produit une partie. C'est les centrales à accumulation, donc les lacs de barrage qui ont produit une autre partie importante, plus qu'un quart. Ensuite, il y a un tout petit peu d'électricité fossile. Ça, c'est le plastique qu'on brûle dans les usines d'incinération. En plus de produire de la chaleur, les usines d'incinération, elles produisent aussi de l'électricité. Eh ben, logiquement, la moitié, quand vous brûlez un emballage en plastique, ben, c'est fossile. Puis quand vous brûlez un cajot de fruits, là-dedans, c'est biologique, donc c'est renouvelable. On fait un tout petit peu d'électricité à base du bois, c'est-à-dire que quand on brûle du bois, on profite de la haute chaleur pour faire un peu d'électricité avec la vapeur, un tout petit peu d'installation biogaz, et puis le gros du nouveau renouvelable, c'est le photovoltaïque. L'éolien, il est tellement petit qu'il est à peine visible, et puis les centrales nucléaires, c'est un tiers. Ça, c'était une année 2023 où elles ont fonctionné sans panne. Elles sont un peu irrégulières, les centrales nucléaires. Et ici, ce qui est intéressant, c'était les chiffres 2023. En 2025, on est déjà à 12% de photovoltaïque. Donc, ça grandit très, très vite. On verra en détail tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que, en gros, à part la petite part fossile, ici, on peut dire que les 2 tiers sont renouvelables. Donc, ne posent pas de problème climatique ni de problème de déchets. Ils peuvent poser quelques problèmes environnementaux qu'on essaye aussi de résoudre. Par exemple, la migration des poissons. Et parfois, il pose quelques problèmes de paysage, mais globalement, ça va. Et puis le nucléaire, bah, c'est plus que nos 4 centrales nucléaires, dont les 2 plus petites vont être arrêtées en 2032 et 2033 à Betznau. Ça montre aussi quand même qu'il faut investir parce que c'est quand même une partie non négligeable de notre production électrique. Quelle était la consommation de l'industrie en Suisse? Donc, vous rappelez, au total 215 TWh. En Suisse, l'industrie, on consomme au total un peu moins, on consomme au total un peu moins de 50 en 2000, et puis elle est descendue à environ 40 maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que l'électricité, elle la consomme pour les entraînements et les processus, le bleu. Elle la consomme pour l'éclairage, le orange. Elle la consomme pour la climatisation, la technique du bâtiment, donc les halles de production. Et puis, elle le consomme aussi pour la chaleur des processus. Et l'électricité, en 23 ans, depuis 2000, elle a baissé, sa consommation électrique a baissé de 14%. Le reste de l'énergie, c'est principalement du gaz, de l'énergie fossile, pour les processus à haute température, mais d'ailleurs des fois aussi à moyenne température. Et ça aussi, ça a baissé même de façon plus marquée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'industrie a évolué à peu près comme le reste de la consommation d'énergie, puisque l'énergie est restée, l'industrie est restée autour de 1/5 de la consommation énergétique du pays. Donc, on n'a pas une désindustrialisation. Il n'y a pas d'indices spéciaux de désindustrialisation. Par contre, l'industrie a fait des progrès d'efficacité comme le reste de la société. On y reviendra après. D'ailleurs, baisser les émissions fossiles de 23%, c'est pas mal, hein. C'est comme assez important. J'y reviendrai tout à l'heure. Quels sont les liens, maintenant, c'est le troisième point de la présentation, les liens entre l'énergie et le climat? Alors d'abord, les gaz à effet de serre. Donc tous les gaz confondus. Il y a les gaz à effet de serre comme le CO2 qui sont issus quand on brûle du charbon, du gaz ou du pétrole. Puis il y a encore d'autres gaz à effet de serre comme le méthane ou bien le protoxyde d'azote qui sont émis dans les processus industriels ou dans l'agriculture. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est le graphique va depuis 1990, c'est au fond le temps zéro de la politique climatique mondiale. Jusqu'à maintenant, on n'a en gros rien fait jusqu'en 2010. Puis en 2010, on a vraiment pris les premières mesures politiques un peu efficaces en Suisse. Ça, c'est pour les émissions de la Suisse. Et ça a baissé, on a baissé de 23% les émissions depuis 2010. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas qu'on n'a rien fait. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller voir dans le détail, depuis 2010, entre 2010 et 2023, où est-ce qu'on a fait des progrès? Alors, transformation d'énergie, ça c'est par exemple soit fabriquer de l'électricité avec du pétrole, soit les raffineries. Comme une des raffineries a fermé, eh ben, la production a massivement, les émissions ont baissé fortement. Pardon, excusez-moi. Euh, les incinérations, les ordures ménagères, donc les usines d'incinération des déchets, comme on achète plus de gadgets en plastique puis qu'on est un peu plus nombreux, elles ont légèrement augmenté. Mais on a quand même fait un peu des efforts de tri, donc il y a un peu de recyclage, ça a un peu amélioré. Dans l'industrie, on a vraiment fait une baisse importante des émissions fossiles. Ça, c'est assez remarquable. Ça n'allait pas de soi. Évidemment, c'est aussi toujours des économies de coûts parce qu'on ne doit plus acheter le pétrole, le gaz et le charbon, on doit l'acheter avant de le brûler.
Dans l'aviation, c'est un désastre. On a augmenté les émissions parce que les gens prennent l'avion comme ils prennent l'autobus, ils oublient complètement que ça a un effet climatique. Et comme l'impact de l'aviation sur sur le climat par kilo de CO2 est 3 fois plus important parce que c'est émis en haute altitude, en réalité, on peut dire aujourd'hui que les émissions de l'aviation ont plus d'impact sur le climat que toutes les émissions de la route. C'est quand même fou, toutes les émissions de la route en Suisse. Ici, vous voyez le secteur des voitures et des motos. C'est principalement les voitures, parce que les motos, ça consomme trois fois rien. Et vous voyez qu'on n'a pas beaucoup baissé. C'est comme c'était un gros poste et il n'a pas beaucoup baissé. Bon, les camions et les véhicules de livraison, ça n'a pas fait beaucoup de progrès. Ça commence que maintenant à faire des progrès avec l'électrification. Le bus et le train, c'est négligeable. Les bateaux, c'est négligeable. Et ici, il y en a deux gros blocs qui est l'eau chaude et le chauffage pour les bâtiments de services et d'artisanat et puis pour l'habitat. Et là, vous remarquez que c'est vraiment des domaines où on a fait des progrès très, très importants. On a quasiment diminué de moitié les émissions du chauffage en 13 ans. C'est comme assez considérable. Donc, vraiment, on est loin d'être négligeable. Et puis, dans l'agriculture, on ne consomme pas beaucoup. L'armée, malgré qu'elle énerve tout le monde, elle ne consomme pas beaucoup. Et avec ça, on a toutes les émissions de l'énergie qui actuellement font 77% des émissions totales de gaz à effet de serre. Le reste, c'est les processus industriels. Alors, c'est les émissions, par exemple, des cimenteries, hein, qui émettent les atomes de carbone qu'il y a dans le calcaire. Quand on transforme le calcaire en ciment, bah, ces atomes aboutissent dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et puis, il y a aussi, par exemple, les émissions de protoxyde d'azote. Ça, c'est très facile de les éliminer, mais il y a eu ces problèmes à la Lonza, je ne sais pas si vous avez ça en tête, où la Lonza n'avait pas compris qu'ils émettaient l'équivalent d'1 million de tonnes par année de protoxyde d'azote. Il suffit de faire une transformation chimique et de finir de le brûler, et puis ça ne pose pas de problème, mais il faut le faire et il ne l'avait pas fait. Et puis, vous avez l'agriculture. Alors, ça, c'est les bovins, c'est essentiellement la digestion des bovins qui émet du gaz. Et puis, les engrais, la façon dont on répand les engrais qui aussi émet du gaz à effet de serre. Et puis, dernier point, c'est la combustion, c'est les déchets, mais les décharges, mais pas les usines d'incinération des déchets, parce que celles-là, je les avais déjà comptées là-bas en haut, parce que c'est sous forme d'énergie. Donc, on voit, en résumé, que l'énergie, c'est comme le gros du problème climatique, c'est la même chose dans le monde entier, c'est toujours trois quarts la proportion. Et puis, les aspects non énergétiques, c'est moindre. Mais ce qu'il faut bien aussi voir, ce que je n'ai pas dit sur ce schéma, c'est qu'en général, les émissions non liées à l'énergie, c'est des gaz qui s'autodétruisent, comme le méthane et le protoxyde d'azote, alors que le CO2, qui est lié à l'énergie, lui, il reste très stable dans l'atmosphère, donc il est beaucoup plus problématique. Donc le problème climatique, c'est principalement ce bloc-là, le bloc noir. Alors maintenant, vous allez dire, oui, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial? Est-ce que si on fait des efforts en Suisse, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on ne va pas se faire rattraper par la Chine et les émissions de l'Inde, etc. Ici, vous avez les émissions mondiales de 2003 à 2024. Et c'est super intéressant. Dans la première partie, vous avez une augmentation encore de l'ordre, si ma mémoire est bonne, de 27% en 10 ans. C'est la grande phase d'industrialisation de la Chine. Et puis après, vous avez plus que 7% d'augmentation. Et donc, c'est vraiment des progrès assez considérables qu'on a fait au niveau mondial. Et probablement qu'en 2024, la Chine a stabilisé ses émissions. Pour la petite histoire, c'est parce qu'elle a tellement développé le solaire et l'éolien qu'elle a pu réduire sa production d'électricité à base de charbon. Mais c'est vraiment un moment historique. Il y a déjà une soixantaine de pays dans le monde qui ont des émissions qui descendent. Et si maintenant la Chine bascule sur la pente descendante, ce qui est tout le monde, ça va être, c'est vraiment un progrès. Alors, on peut critiquer sur beaucoup d'espace, beaucoup d'aspects les émissions, la politique du gouvernement chinois, mais il faut reconnaître que sur cet aspect-là, il est assez déterminé. On voit bien la Chine qui augmente encore hein, après le trou de Corona et tout. Et puis, l'Europe et les États-Unis qui descendent. Malgré tous les efforts de Trump pour augmenter la consommation de pétrole, ça ne marche pas. Aussi aux États-Unis, les gens en ont marre d'acheter du pétrole à prix élevé et puis d'avoir des véhicules inefficaces, etc. Donc, on voit qu'il y a vraiment une baisse. Donc, je vous montre cette slide, surtout pour s'encourager et puis montrer quand même que les efforts produisent de l'effet. Et moi, je pense qu'on n'est plus très loin du pic CO2 mondial. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi parce que ce n'est pas seulement à cause de la politique, hein, c'est à cause de la technique. C'est parce que la production d'énergie solaire, la production d'énergie éolienne, ça devient beaucoup moins cher que de produire de l'électricité avec du charbon ou du gaz.
Et puis en plus, on a fait des progrès dans les batteries. Donc ça, c'est très positif. J'y reviendrai tout à l'heure. Euh, Maintenant, concrètement, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre en Suisse, il faut agir sur les principaux domaines. Vous avez compris, c'est la mobilité, c'est le bâtiment. Et puis aussi l'industrie, évidemment, qui joue un rôle. Alors d'abord, les grands classiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Le chauffage d'une maison. Si vous chauffez une maison normalement, vous devez acheter du mazout ou de l'électricité, et puis vous brûlez ce mazout ou ce gaz, ou bien vous transformez cette électricité dans un radiateur électrique en chaleur, puis vous avez 4 kWh de chaleur après avoir acheté 4 kWh d'énergie, en général l'électricité ou du mazout ou du gaz. Si vous avez une pompe à chaleur, il suffit d'acheter 1 kWh d'électricité parce que vous utilisez de la chaleur de l'environnement et puis vous la concentrez grâce à l'électricité, puis à la fin, vous avez 4 kWh de chaleur pour une pompe à chaleur efficace. On appelle ça un chiffre de travail de 3. Et ça, la pompe à chaleur, au fait, c'est comme un frigo, mais inversé. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est l'intérieur du frigo, puis dans votre maison, vous avez la partie noire derrière le frigo qui dégage la chaleur. C'est exactement ça, le principe de la pompe à chaleur. Et la pompe à chaleur, vous pouvez aussi l'utiliser dans l'industrie. Maintenant, on a les premières pompes à chaleur qui permettent de monter jusqu'à 150 degrés. Alors, il n'y a pas autant de gains d'efficacité si la chaleur de départ est basse, mais c'est quand même très intéressant. Donc, on voit que pour la chaleur, on a des gains d'efficacité en passant à l'électricité. Et puis, pour la mobilité, donc véhicules, voitures, ça tout le monde connaît les voitures électriques, mais maintenant, c'est le grand développement des camions électriques. On a déjà sur le marché des tas de camions qui font plus de 300 km d'autonomie, et puis on aura des camions électriques qui vont être à 600 l'année prochaine ou l'année suivante, et qui font beaucoup moins de bruit, qui sont plus confortables. À noter aussi, très important pour Unia, les véhicules de chantier électriques. Ça commence, et ça améliore drastiquement la qualité de l'air, hein. C'est un truc auquel il faut. Par exemple, pour les travaux dans les tunnels, c'est hyper important d'exiger des véhicules électriques. Il y a moins de danger, moins de bruit, donc on s'entend, on peut parler, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Ici, vous avez une voiture qui monte un col, disons le col du Marché-Rue. Euh, pour faire 100 km, elle brûle normalement 7 à 8 litres, donc l'équivalent de 80 kWh d'énergie. Et puis, elle n'a que 20 kWh qui va dans la traction. Parce qu'en réalité, elle perd énormément de chaleur. Le moteur à explosion, donc le moteur à essence ou le moteur diesel, il n'est pas du tout efficace avec une voiture fossile. En fait, on peut dire aussi que quelque part, votre voiture fossile, votre voiture à essence ou à diesel, c'est un chauffage fossile qui accessoirement produit un peu de mouvement ici. Et donc, à cause de ça, vous avez peu d'efficacité. Si vous passez à la voiture électrique, le moteur électrique est tellement efficace qu'il n'a que 10% de perte. Et donc, environ avec 22 kWh, vous avez environ 20 kWh de traction. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup moins d'énergie quand vous passez au moteur électrique par rapport au moteur à explosion. Et c'est même le cas pour des moteurs diesel très efficaces de camions, etc. Alors, pour les voitures, c'est évident parce que les moteurs sont surdimensionnés, mais c'est aussi le cas pour les véhicules. C'est pour ça que l'électrification de la mobilité, ça permet de réduire environ d'un facteur 3,5 la consommation d'énergie. Et c'est spécialement le cas pour des véhicules, par exemple, on les a dans les usines qui se déplacent souvent, qui ralentissent, qui accélèrent, qui font des stops, etc. Pour des véhicules à basse vitesse, c'est encore plus le cas. Pour des taxis, typiquement, ou des autobus, le gain d'efficacité est encore plus grand parce que le moteur électrique, il est super efficace aussi à basse vitesse. Alors ça ne nous intéresse pas grandement dans l'industrie, peut-être pour les bâtiments, peut-être pour les véhicules, mais ce n'est pas l'essentiel des processus industriels. Mais on peut déjà en tirer quelques premières conclusions. C'est d'abord que de disposer d'électricité, ça nous permet de remplacer les énergies fossiles et très souvent avec un gain d'efficacité. Ça vaut aussi pour l'industrie si c'est des températures jusqu'à 150 degrés, hein, parce qu'on peut installer une pompe à chaleur. En Suisse, on n'utilise quasiment pas d'énergie fossile pour produire des déchets, pour produire de l'électricité, à part les déchets plastiques qu'on brûle, mais enfin, on est obligé de les brûler, donc autant utiliser l'énergie. Et donc, ça va rester, même si on construit une ou deux centrales à gaz pour la sécurité d'approvisionnement, c'est trop cher à l'exploitation, on les utilisera que si vraiment il y a une pénurie. Donc, que dans des moments difficiles où tout d'un coup, il y aurait pendant un mois ni vent ni soleil en Europe et puis on aurait vidé nos barrages, mais c'est comme assez improbable. D'où l'importance d'ailleurs de l'accord sur l'électricité. On s'en peut en discuter si vous voulez après. Euh, Par contre, à l'étranger, on fait encore beaucoup d'électricité avec de l'énergie fossile, donc du charbon, du gaz ou du pétrole. En Europe, en 2008, c'était 55% de l'électricité qui était fabriquée avec de l'énergie fossile à la base. Ce chiffre a descendu à 39%. Donc l'Europe a quand même pas mal progressé là, durant ces 16 ans.
Et les progrès continuent très rapidement. Il faut dire que l'Europe a beaucoup plus développé le renouvelable et l'éolien que la Suisse. Alors maintenant, dans le détail, quel est l'approvisionnement énergétique de l'industrie en Suisse? Ça, c'est un graphique qui n'est pas tout à fait actuel puisqu'il date, c'est les derniers chiffres d'avant Corona. Après, je vous ai mis des chiffres un peu plus actualisés, mais j'aime bien. C'est un graphique que j'ai tiré de mon livre et puis je l'aime bien parce qu'il explique bien ce que c'est. Vous avez l'électricité qui est utilisée, dont un tiers est utilisé pour la chaleur. Le reste, c'est pour des éclairages, des moteurs, de la climatisation, des choses comme ça. Vous utilisez le bois énergie, donc des pellets ou des bûches ou des choses comme ça, ou des copeaux de bois, un peu de chaleur environnementale ou de solaire que vous récupérez, par exemple, avec une pompe à chaleur, et puis le chauffage à distance, hein. Par exemple, l'écotube à Montet qui utilise la vapeur de l'usine d'incinération des déchets sur le site de la CIMA, ça c'est typiquement de la chaleur à distance. Bon, pas de problème, ça c'est des choses soit renouvelables, soit l'électricité, l'industrie l'achète, c'est pas ça le problème de savoir comment elle est fabriquée, soit bah, c'est de la chaleur qui est de toute façon là dans l'usine d'incinération qu'on récupère. Puis on vient maintenant à la partie fossile, où ça, c'est des déchets. C'est principalement des pneus, hein. Les trois quarts des pneus, des divers ici, c'est des vieux pneus qu'on brûle, notamment dans les usines d'incinération des déchets. Non, pardon, notamment dans les fabriques de ciment, excusez-moi. Dans les fabriques de ciment. C'est du mazout, c'est du gaz. Là, maintenant, ça s'est un peu corrigé. Je pense qu'on a un tout petit peu augmenté le mazout suite à la crise en Ukraine, un tout petit peu baissé le gaz. Et puis, c'est encore du charbon. Là, en 2019, il y en avait encore un peu plus que maintenant. Donc, évidemment, le problème qu'on a dans l'industrie, c'est cette partie-là, c'est la partie fossile. C'est ça dont il faut se débarrasser. En résumé, on utilise 27 TWh, 29 TWh pour de la chaleur et environ 12 TWh pour des moteurs et de l'éclairage. Donc, ça, c'est de l'électricité. L'industrie fait environ 10% des gaz à effet de serre de la Suisse, donc ce n'est pas négligeable, et elle consomme environ 30% de l'électricité de la Suisse. Donc, l'approvisionnement électrique, c'est comme un gros enjeu pour l'industrie. Donc, c'est tout sauf négligeable. Je rappelle encore que les transports, donc les camions et les camionnettes qui livrent le matériel ou qui livrent les produits, eux, ils sont comptés dans le secteur des transports. Ils ne sont pas comptés dans le secteur de l'industrie. Mais évidemment que ça peut jouer un rôle important. Si c'est une industrie qui génère beaucoup de transports, de petites quantités, avec des petits véhicules en gros nombre, bah, ça pèse aussi. Donc l'électrification de ces véhicules peut jouer un rôle. Mais dans l'industrie, le problème principal, c'est la production de chaleur, la chaleur des processus industriels qu'on a. Accessoirement le froid, mais le froid, on le produit en général avec de l'électricité qui, elle, en principe, est renouvelable. Donc, et dans la chaleur, la question centrale, c'est quel est le niveau de cette chaleur? Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir quelque chose qu'on cuit à 80 degrés pour cuire un aliment ou quelque chose qu'on fond à 1200 degrés. Parce qu'à 1200 degrés, vous ne pouvez pas le faire pas le faire avec une pompe à chaleur. À basse température, vous pouvez. Donc, on a environ un tiers de l'énergie qui a des processus jusqu'à 100 degrés. Entre 100 et 200 degrés, on a environ 11% des processus. Puis après, on monte peu à peu. On a pas mal de processus entre 400 et 800 degrés. Puis après, on a la métallurgie entre 800 et 1200 degrés, puis quelques processus extrêmes à plus de 1200 degrés. Ça, c'est absolument important parce que dans le range jusqu'à environ 150 degrés, on peut aller avec des pompes à chaleur. Donc, on a un gain d'efficacité. Je reviendrai là-dessus en détail. Alors que là, il faut soit de l'électricité, par exemple un corps de chauffe ou un arc électrique. Un corps de chauffe, c'est le même système que vous avez dans votre bouilloire à thé. Par exemple, c'est un corps de chauffe, simplement qui produit la chaleur. Ou bien alors, il faut avoir du gaz, du diesel, ou du biogaz, du bois ou du gaz de synthèse, donc une flamme pour produire cette température. Et dans certains processus métallurgiques ou d'autres processus, la flamme est indispensable. Donc, c'est évidemment ça qui est assez difficile à décarboner dans l'industrie, c'est la haute température. C'est ça l'enjeu. Alors, je vous parle à l'instant de gaz renouvelable. Je fais une petite digression sur qu'est-ce que c'est sur l'essence des gaz renouvelables. Pour remplacer le gaz naturel, qui d'ailleurs c'est un peu un slogan parce qu'en fait la dénomination en allemand Erdgas, donc gaz de la terre, il est bien plus précis, c'est du méthane d'origine fossile. Mais le coût de marketing de mettre une feuille verte pour appeler ça du gaz naturel, c'est comme assez génial, mais c'est quand même du bluff. Malheureusement, pour remplacer le biogaz, pour remplacer le gaz naturel, le potentiel du biogaz est limité. Parce que pour faire du biogaz, il faut des déchets de ferme ou des déchets végétaux. Et
il y en a des déchets végétaux, mais la quantité disponible est limitée. En plus, c'est assez compliqué parce qu'il faut les transporter jusqu'à l'usine et puis après, il faut ce qui reste après avoir transformé en biogaz, il faut le ramener dans les champs, etc. Donc, c'est assez compliqué. Le potentiel de la biomasse, comme on dit, est quand même assez limité. Pourtant, on a besoin de gaz qui ne soit pas fossile pour une partie des processus à haute température parce que ce n'est pas toujours possible d'utiliser de l'électricité. Et donc, l'idée fondamentale, c'est de fabriquer ce gaz avec des excédents d'électricité pendant l'été et on produit soit de l'hydrogène, soit du méthane. Alors, c'est là que je vous fais un petit cours de chimie en accéléré, même si je ne suis pas forcément le plus compétent pour le faire. Enfin, ça, bon, vous discuterez. D'abord, sur l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, pour le fabriquer, vous prenez de l'eau pure, vous prenez de l'électricité, par exemple 100 unités, vous les mettez dans un électrolyseur et vous obtenez de l'hydrogène à environ 75% de l'énergie et vous avez de la chaleur perdue qui sort à relativement haute température, environ 25, donc environ 75% d'efficacité si vous ne devez pas le comprimer. Après, vous pouvez le stocker, comprimer. Cet hydrogène, vous pouvez l'utiliser, pardon, encore quand vous le fabriquez, évidemment, la molécule d'eau, la molécule d'oxygène, enfin l'atome d'oxygène, il part dans l'air et vous gardez que les molécules d'hydrogène, donc H2, deux molécules d'hydrogène. Vous pouvez l'utiliser dans l'industrie comme matière. Il y a des tas de processus où on a besoin d'hydrogène pour la matière, par exemple pour nettoyer des saphirs ou des choses comme ça. On utilise l'hydrogène comme matière. Actuellement, on le paye assez cher. Ou bien comme énergie. Alors là, c'est par exemple pour refaire de l'électricité. Euh, et là, vous pouvez refaire de l'électricité, donc ça recrache de l'eau et ça recrache de la chaleur. Le problème, c'est que vous aviez 100 d'électricité, vous l'avez fait de l'hydrogène, vous avez pu le stocker, ça c'est sympa. Bon, vous faites l'électricité en été, vous fabriquez l'hydrogène, puis vous réutilisez pour faire de l'électricité en hiver, mais vous avez perdu la moitié. Vous êtes passé de 100 unités à 50 unités. Puis vous n'avez pas forcément l'utilisation de la chaleur. Peut-être en hiver, vous l'avez, mais en été, vous n'avez pas l'utilisation de la chaleur. Donc, ce n'est pas super efficace. Mais en même temps, si vous avez trop d'électricité en été, autant faire ça que ne rien faire. La même chose avec le méthane. Donc, ça, c'est le même processus. Au début, vous prenez de l'eau, de l'électricité, vous obtenez de l'hydrogène. Après, vous devez capturer du CO2, par exemple d'une cheminée ou dans l'air, ce qui consomme un peu d'énergie. Et vous obtenez du méthane, c'est-à-dire CH4, exactement la même substance chimique que le méthane d'origine fossile, que le gaz naturel. Et celui-là, évidemment, quand vous faites ça, vous avez de la chaleur qui se dégage, vous avez de l'oxygène qui se dégage quand vous fabriquez le méthane. Puis ensuite, vous pouvez l'utiliser comme gaz dans l'industrie pour chauffer, ou bien vous pouvez refaire de l'électricité. Mais là, vous avez de nouveau des pertes, et à la fin, bon, ça dégage de l'eau, du CO2, mais pas plus que ce que vous en aviez capturé, donc c'est neutre. Et à la fin, en allant d'électricité à électricité, en passant par l'hydrogène et le méthane, vous avez perdu les 2 tiers de l'énergie. Donc, c'est des processus qui ne sont pas super efficaces de stocker de l'énergie électrique en passant par le méthane. Par contre, si vous utilisez de l'hydrogène ou du méthane dans l'industrie pour faire de la haute température, là, les pertes sont encore défendables. Entre 25 et 40% de pertes, ça va, mais on n'est pas à 10 heures de 65 ou 70% de pertes. Et ça, c'est vraiment, ça jouera un rôle à l'avenir. Très important. Il y a beaucoup de gens qui voyaient de l'hydrogène partout, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait beaucoup, beaucoup d'électricité pour le faire. Et pour la mobilité, par exemple, on comprend bien que si on veut aller d'électricité à méthane ou d'électricité à hydrogène dans des camions, on perd beaucoup trop d'énergie avec la conversion en hydrogène, la compression, puis ensuite la décompression, puis ensuite la transformation en électricité, puis ensuite le moteur électrique. C'est pour ça que la mobilité à hydrogène, c'est mort. Il n'y a plus que quelques entreprises qui essayent de faire ça, mais tout le monde passe au camion, enfin tout le monde passe à la batterie. La batterie, elle a 90% d'efficacité, donc c'est bien meilleur, c'est beaucoup plus simple, puis c'est beaucoup plus longue durée de vie, il y a beaucoup moins de problèmes. Ça veut dire que l'hydrogène ou le méthane, ils n'ont pas, à mon avis, pas tellement d'avenir pour refaire de l'électricité à partir de sources renouvelables, mais par contre, pour l'industrie, à la place du gaz fossile, ça, c'est intéressant. Et c'est ce à quoi je vais venir maintenant. Et vous expliquer un peu cette synergie. D'abord, quelques mots, je résume ce que je vais expliquer dans mon livre, mais en gros, après la fin des centrales nucléaires, pour raison d'âge, il n'y en a plus que 4, elles vont s'arrêter, vous avez vu que ça nous fait un tiers d'électricité. Vous avez aussi vu qu'on allait consommer plus d'électricité pour la mobilité, pour les pompes à chaleur. Donc, il faut vraiment investir dans l'électricité. Alors, il faut évidemment maintenir la substance existante, nos barrages. Il faut maintenir la biomasse, même si ce n'est pas énorme. Il faut construire de l'éolien
pour avoir environ 6 TWh parce qu'il y en a 4 qui sont produits en hiver, et vous verrez que c'est en hiver que c'est plus critique. Il y a les projets qui ont été approuvés par le peuple de la table ronde pour rehausser 13 barrages et en construire de nouveaux, parce que ça, c'est de l'électricité qu'on a stockée pour l'hiver, c'est très important. Et puis, il faut mettre environ 9 fois plus de photovoltaïque qu'aujourd'hui. Le photovoltaïque, il a l'inconvénient de produire en été, plus qu'en hiver, mais par contre, il est très facile à construire, il est très bien accepté sur les toits, il y a énormément de place. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a utilisé que 9% du potentiel sur les toits. Mais il y a encore le potentiel sur les façades, sur les parkings, il y a plein de potentiel. Donc, on a encore beaucoup de potentiel. Alors, maintenant, pour vous expliquer cette synergie entre l'approvisionnement hivernal en électricité, qui est un des gros défis, et la décarbonisation de l'industrie, je vous ai d'abord présenté la situation en été et en hiver, en moyenne. C'est la moyenne des dernières années. En été, vous produisez un peu plus d'électricité. Donc ça, c'est les barrages au fil de l'eau, ça, c'est l'hydraulique à accumulation, donc les barrages à accumulation comme la Grande Dixence. Puis après, ça, c'est le photovoltaïque en jaune, en violet, c'est une petite part de biomasse. Et puis ça, c'est le nucléaire actuel. Puis en hiver, on utilise beaucoup les barrages, on les vide. Mais par contre, il y a moins d'eau dans les rivières, donc le fil de l'eau est plus faible et puis le solaire est plus faible. Puis le nucléaire est un tout petit peu plus fort en hiver qu'en été parce qu'on fait les révisions techniques en été. Et puis malheureusement, ça ne correspond pas tout à fait à notre profil de consommation parce qu'à cause du chauffage et de l'éclairage, on consomme un tout petit peu plus en hiver qu'en été. Donc on a un léger déséquilibre saisonnier. De cette taille, c'est aucun problème si c'est cette ampleur parce qu'on peut importer et exporter. Souvent, on importait typiquement 5 TWh en hiver, aucun problème. Enfin, c'est évidemment plus facile si on a les accords avec l'Europe, mais c'est faisable. Et le point central de la stratégie que je propose, c'est de dire on, on investit suffisamment de la production pour qu'en hiver, on ait suffisamment de production pour couvrir les besoins actuels d'électricité, l'électrification des voitures et les pompes à chaleur, mais pas l'industrie. Et puis, cet investissement important de la production, principalement solaire, beaucoup plus que l'éolien, provoque des surplus estivaux, et ça tombe bien parce qu'on utilise ces surplus pour faire de l'hydrogène ou pour faire du méthane. Donc j'ai mis et hydrogène pour dire que c'est l'hydrogène fait à partir d'électricité renouvelable ou du méthane fabriqué à partir d'électricité renouvelable, selon ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, on le fait on utilise évidemment ce gaz pour les processus à haute température. Et l'avantage, c'est que ce gaz, on ne le reconvertit pas en électricité, donc on n'a presque pas de perte de reconversion. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Euh, Ici, on se place dans la situation où on est après le nucléaire, donc les centrales nucléaires sont éteintes. On a développé massivement le solaire ici, la production éolienne additionnelle. En hiver, on a le solaire qui est moins fort, on a la production éolienne additionnelle qui est plus forte, on a en rouge les barrages à accumulation qui ont été légèrement rehaussés, on a un tout petit peu d'électricité produite à partir du gaz, et puis en gris, on a la petite zone ici qu'on importe, comme aujourd'hui, les mêmes quantités qu'aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est du côté de la consommation. On a la mobilité électrique qui consomme en hiver et en été à peu près la même quantité, parce que les voitures consomment la même chose en hiver et en été. Mais on a l'utilisation du surplus d'électricité pour fabriquer le gaz, ou même en été directement comme électricité dans l'industrie. Donc, fabrication de gaz pour être stocké, fabrication de gaz directement en été pour être utilisé pendant l'été, là où il y a besoin de gaz, et utilisation directe d'électricité pour les processus à haute température. Par exemple, à Gerlafingen, dans la série, on fond l'acier avec l'électricité. Donc là, il n'y a pas besoin de gaz pour le fondre de l'acier. On a besoin de gaz pour brûler les fumées, mais pas pour fondre l'acier. Et on voit que quand on a fait ça, la consommation estivale est beaucoup plus élevée. Elle est plus élevée que la consommation hivernale et elle matche beaucoup mieux le profil de production. On a un petit excédent de production qu'on va simplement pas récolter. C'est la pointe dans les jours où il y a beaucoup de soleil et peu de consommation. Puis en hiver, on utilise presque tout. Il y a très rarement de la pointe, un tout petit peu en octobre peut-être, et puis en mars, mais globalement, on arrive à tout consommer. Et avec cette stratégie qui valorise le surplus estival pour l'industrie, on stocke le gaz, mais seulement pour l'usage industriel. La quantité de gaz à stocker n'est pas trop grande. Et puis, on a une utilité des surplus estivaux et ça permet de mieux adapter la demande au profil de production typique de la Suisse. Alors, quel est l'intérêt de traiter ces deux questions ensemble?
si on traitait les problèmes séparément, on devrait aller dans l'industrie, on a 17 TWh de fossiles, donc on devrait avoir 17 TWh de gaz de synthèse. Pour le fabriquer, on devrait avoir 34 TWh d'électricité. Parce qu'on a, on a environ la moitié qui est perdue quand on fabrique le gaz. Et pour le manque d'électricité hivernale, si on a installé environ 6 fois plus de 7 fois plus de photovoltaïque qu'aujourd'hui, mais pas autant que je propose, on aurait un trou de 10 TWh en hiver. Il faudrait du gaz de synthèse, 20, et pour ça, il faudrait 40 TWh d'électricité en été. Et donc, au total, si on traite les problèmes séparément, il faut environ 74 TWh d'électricité en été pour produire le gaz de synthèse et le stocker. Et donc, ça fait des grandes quantités à stocker et des quantités monstrueuses à produire, et ce n'est pas très réaliste. Parce que si on cherche la synergie entre l'approvisionnement électrique et l'industrie, c'est beaucoup plus intéressant. En hiver, on récolte suffisamment pour les besoins directs de l'hiver, pour ne pas faire de gaz d'électricité à partir du gaz renouvelable. Et le gaz de synthèse, on le produit en été en vue de l'hiver, essentiellement pour l'industrie, et puis on ne le reconvertit pas en électricité, on l'utilise pour les chaleurs, les processus à haute température. Comme ça, on n'a pas les pertes de reconversion. Et puis le sol du surplus estival, parce qu'il y aura beaucoup de surplus, on l'utilise directement comme électricité pour produire de la haute température dans l'industrie. Je reviendrai là-dessus. Et puis, on peut aussi faire par exemple, d'hydrogène just in time pour l'industrie s'il y a un processus qui a besoin d'hydrogène. Et dans le détail, cette stratégie, c'est une stratégie d'efficacité maximum. Il faut distinguer par niveau de température. Toute l'année, pour la température jusqu'à 100 degrés, on utilisera des pompes à chaleur. Donc, on n'utilise pas du tout de gaz renouvelable. Et puis, ça en fait environ comme c'est des températures plus élevées que les bâtiments, disons qu'il y a un gain environ de 50%. Donc, on utilise 2,5 TWh d'électricité, un peu plus en hiver, parce qu'une partie, c'est du chauffage du bâtiment. Pendant le semestre d'été, pour la température à plus de 100 degrés, pour la première moitié de cette température, on utilise directement de l'électricité, donc comme dans une bouilloire électrique. Alors, il faut évidemment s'équiper pour que les processus marchent aussi à l'électricité. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et là, on n'a pas de gain d'efficacité parce qu'il n'y a pas de pompe à chaleur, vu que c'est de la chaleur élevée. Peut-être jusqu'à 150 encore, on peut aller, mais à 600 ou 800 degrés, il n'y a pas de pompe à chaleur. Mais ça, on est pendant le semestre d'été, on utilise de l'électricité pendant l'été, zéro problème. Pour l'autre moitié de la chaleur de plus de 100 degrés, là, dans les cas où l'électricité n'est pas praticable, il faut faire de l'hydrogène, mais il n'y a pas besoin de le stocker, on peut l'utiliser tout de suite. Il faut environ 5 TWh pour faire cet hydrogène. Ça, c'est toute la consommation en été, donc là, on a trop d'électricité, pas de problème. Et puis pour l'hiver, il y a environ 6 TWh de haute température, celle qu'on utilise pendant l'hiver. Eh bien, pour celle-là, on utilise le gaz qu'on a produit pendant l'été, avec les excédents estivaux. Et ça, c'est 12 TWh de consommation électrique pendant l'été. On stocke le gaz et on l'utilise pendant l'hiver. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, vous avez un peu de consommation hivernale, mais tout le reste, c'est de la consommation électrique de l'été. Et donc, en fait, l'industrie, elle apporte à la Suisse une utilisation des surplus d'électricité pendant l'été. Et elle permet de rentabiliser aussi avec ça l'infrastructure de production électrique. Et puis, l'industrie a cette capacité de dire, OK, on s'arrange pour que notre profil de consommation brute d'énergie soit plutôt pendant l'été, pendant l'hiver, à cause de cette capacité de stockage. Alors, évidemment, il faut aider l'industrie pour se transformer dans cette direction. Mais c'est super intéressant. Et de toute façon, l'industrie, elle n'a pas tellement d'autres choix pour la haute température que de passer à des gaz renouvelables. Parce que si vous voulez traiter de la métallurgie, il faut des températures à plusieurs centaines de degrés, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas fondre du métal à 50 degrés. Donc là, dans l'industrie, il y a vraiment une contrainte d'avoir de la haute température. Après, je reviendrai concrètement sur des éléments d'optimisation. Ici, c'est la même théorie sur 11 années, calculée en fonction des vraies valeurs mensuelles. Et on voit bien qu'en été, il y a toujours un pic de production solaire qu'on ne récolte pas complètement, puisque la ligne de consommation, c'est celle-là. Hein. La ligne de consommation, c'est le trétier. Puis on voit que suivant les années, il y a plus ou moins de soleil, plus ou moins de beau temps, etc. Mais il y a toujours un creux en hiver, un pic en été. Puis en bas, vous avez l'eau, vous avez la production des barrages au fil de l'eau, la production des barrages à accumulation, l'énorme quantité de solaire. Vous avez l'éolien en vert là, qui produit surtout en hiver, donc creux l'hiver. Et puis vous avez les nouveaux barrages à accumulation. Puis la quantité qu'il faut importer, c'est juste ce petit creux ici, c'est les mêmes quantités qu'aujourd'hui. Donc des quantités importées assez limitées. C'est encore plus intéressant de regarder ça sous l'angle de la consommation. Ici, vous avez la consommation actuelle d'énergie de ces dernières années. Vous avez la mobilité. En violet foncé, vous avez les pompes à chaleur pour les bâtiments. Elles consomment plus en hiver qu'en été. Puis après,
vous avez les pompes à chaleur dans l'industrie qui consomment un peu plus en hiver qu'en été, mais après, vous avez la consommation directe d'électricité pendant l'été à la place du gaz, la consommation en bleu foncé, vers la consommation de l'industrie pendant l'été pour faire du gaz, de l'hydrogène qu'on utilise pendant l'été, puis après, la consommation de l'industrie pour faire du gaz qu'on stocke en vue de l'hiver. Et on voit que, en fait, grâce à l'industrie, on remplit la baignoire en quelque sorte, et ça permet d'épouser beaucoup mieux la courbe de production. Donc, il y a une vraie synergie entre les deux domaines. Donc, voilà, ça, je suis arrivé là-dessus. Je ne vais pas entrer plus en détail sur sur la question de l'approvisionnement global, mais maintenant, j'aimerais me focaliser sur des aspects plus concrets de l'industrie. Donc, maintenant, juste tout à fait concret, maintenant, on descend complètement de l'abstraction très élevée tout à fait au terrain complètement concret. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un processus industriel de fabrication pour optimiser la mécanique et l'électrique? Alors, d'abord, c'est arrêter les machines, les éclairages, le chauffage, le refroidissement, la clim quand ils tournent à vide. Et il y a quand même, c'est une des mesures les plus simples à faire. Et ça, on a un peu fait d'ailleurs quand on a suite à la crise, à la guerre en Ukraine pour réduire la consommation. Et ça, c'est une mesure évidemment qui préserve les machines, qui simplifie beaucoup de choses et qui permet vraiment d'économiser de l'énergie à très bon marché. C'est un tout petit peu de travail, mais en partie, on peut l'automatiser. On peut baisser la puissance des appareils, par exemple des pompes de circulation ou des systèmes de climatisation. On peut les baisser en fonction du nombre de gens. Par exemple, par exemple, pas en fonction du nombre de gens, en fonction de la charge de l'usine. Parce que l'usine, elle ne fonctionne pas toujours à plein tube. Pour la petite histoire, par exemple, c'est avec la climatisation dans les trains modernes, il y a un senseur qui calcule le nombre de gens en mesurant le CO2 dans l'air. Et si le CO2 monte, alors il renforce la climatisation. Puis si le CO2 reste bas, bah, il climatise moins. Il y a moins besoin de climatiser et de remplacer l'air. Mais c'est la même chose dans une usine, c'est la même chose partout. À charge partielle, on peut réduire la consommation. Et souvent, il n'y a même pas besoin de changer d'appareil, il suffit d'avoir un régulateur électronique. Ça peut être déjà juste un mesureur de présence pour voir s'il y a quelqu'un, euh, mais ça peut être une sonde ou ça peut être juste un appareil qui tient compte, qui s'informe sur une autre partie du processus et puis qui dit, OK, maintenant il suffit de faire fonctionner la ventilation à un tiers. Et souvent, si on peut être en charge partielle, ça réduit le vieillissement des appareils, donc c'est assez intéressant. On peut remplacer les circuits d'entraînement à l'air ou à l'huile. L'air comprimé, c'est particulièrement inefficace parce qu'il y a plein de fuites et puis mécaniquement, c'est pas très efficace. On perd. Ici, je vous ai montré sur l'image un vérin de Phoenix Mécano, c'est une entreprise suisse au bord du Rhin qui fabrique ça. C'est donc pour repasser des vérins ou des pistons hydrauliques. Et on a, suivant les configurations, on peut avoir jusqu'à 10% jusqu'à 90% de gain d'efficacité, donc réduire par 10 la consommation électrique. Ici, c'est un petit moteur électrique, et puis ici, c'est un vérin avec une vis sans fin. Et donc, des tas de processus, en plus, on a un contrôle plus précis, on a un contrôle électrique, il n'y a pas besoin de câbles d'huile ou de câbles d'air. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages avec ces systèmes électriques à la place des systèmes à air ou à huile, dont des installations existantes. Donc, ça, il n'y a même pas besoin de changer d'installation. On peut évidemment remplacer les moteurs diesel ou des véhicules par de la traction électrique. Pour la petite histoire, je vous ai parlé du tracteur Cédral, c'est encore un prototype, mais ça, c'est un tracteur agricole de 160 chevaux. Donc, pour la Suisse, c'est vraiment un gros tracteur. Et il peut travailler 8 heures de suite, ce tracteur, à charge moyenne, ou bien 4 heures à pleine charge. Donc, et puis maintenant, il y a des véhicules de chantier, il y a des dumpers, etc., électriques. Donc ça va très, très vite, parce que c'est aussi des économies à l'exploitation dans ces machines. Et puis, c'est beaucoup plus agréable pour les gens qui travaillent dessus, j'y reviendrai. L'éclairage, passer du néon à la LED dans les mêmes supports, hein, c'est environ 60% d'économie. Et puis vous avez une meilleure lumière, puis vous avez un allumage immédiat, donc vous avez beaucoup d'avantages. Donc voilà des exemples d'optimisation mécanique dans les processus existants. Vous avez des possibilités d'optimisation thermique. Par exemple, baisser la température des processus, qui est souvent trop élevée. C'est ce qu'on appelle une analyse pinch. Là, vous pouvez avoir plus de détails. Mais très souvent, par tradition, par idée de marge de sécurité, on y allait dans le chauffage. On surchauffe un peu les processus pour être sûr, mais souvent, c'est complètement inutile. Et là, une analyse soignée permet vraiment d'économiser de l'énergie sans rien faire d'autre, hein. C'est de la pure économie. On peut des fois moins refroidir. On a le même phénomène inverse, c'est qu'on congèle trop bas. Ça arrive. On peut évidemment mieux isoler
Alors, les processus thermiques ou les congélateurs, mais ça joue, c'est aussi un élément important. Par exemple, isoler les fours. On peut récupérer le froid ou le chaud pour un nouveau cycle ou pour une autre étape de la chaîne de production. Par exemple, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie agroalimentaire, vous avez souvent des aliments qui ont été cuits, puis après, ils doivent se refroidir. Vous avez cuit des biscuits, ils doivent se refroidir. En se refroidissant, ils dégagent de la chaleur. Vous pouvez récupérer cette chaleur, par exemple, autour des 40 degrés, puis voilà, l'envoyer dans une pompe à chaleur. Vous envoyez cet air dans une pompe à chaleur qui reconcentre cette chaleur à 120 degrés pour la cuisson. Donc, vous avez ici des gains d'efficacité qui sont quand même assez importants. Vous pouvez éviter les refroidissements inutiles avant les réchauffements. Alors, ça, c'est une question d'organisation. Ça, c'est l'exemple des barres en acier à Garlafingen qui sortent. Donc, on le fond ça avec l'électricité. Ça fait des barres en acier de 15 mètres de long, d'environ 20 cm de large et 5 cm d'épais. Et puis, ces barres, elles sont transportées par un appareil, par un petit élément de charge, et puis elles sont stockées. Puis après, quelques heures plus tard, elles passent dans le laminateur. Et puis, avant de passer dans le laminateur, on les réchauffe. C'est évidemment complètement débile parce qu'on les avait chauds, on les a refroidis, ça a dégagé de la chaleur, puis après, on les réchauffe. Donc maintenant, évidemment, à Gerlafingen, ils sont en train d'investir pour qu'il y ait un appareil qui puisse transporter les barres chauds à la température pour passer dans le laminateur et puis éviter d'utiliser du gaz pour les réchauffer avant de passer dans le laminateur. Donc ça, c'est une question d'organisation du travail, mais souvent, c'est assez compliqué parce que les pas de fabrication dans l'usine ne sont pas faites pour être enchaînées de façon optimale parce qu'à l'époque, on n'y avait pas pensé. Donc des fois, ça nécessite de reconstruire, de réinventer ou de se réorganiser. Il y a, on peut profiter aussi de l'inertie thermique. Par exemple, si vous avez un congélateur pour des aliments, vous profitez que vous avez sur le toit un toit solaire, vous baissez la température de -20 à -23 pendant la journée. Pendant la nuit, à cause des déperditions, ça remonte à -20, puis le jour suivant, vous redescendez à -23. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter du courant pendant la nuit, qui est cher. Vous achetez que vous utilisez votre propre courant pendant la journée. Et plus il fait beau, plus il fait chaud, plus il y a de courant qui est produit sur le toit. Et c'est justement au moment où vous avez plus besoin de chaleur pour refroidir. Donc vraiment un truc qui est très intéressant, qui est utilisé par exemple par la Migros dans sa grande centrale de stockage. Euh, Évidemment, si vous arrivez à moins faire varier la température de vos appareils ou de votre processus, tendanciellement, si vous avez moins d'usure dans les matériaux, et puis, parfois, vous avez des possibilités d'avoir des systèmes low-tech. Par exemple, une aération naturelle au lieu d'avoir un système de climatisation. Vous économisez de l'énergie, vous économisez de l'investissement. Si vous concevez un peu bien votre bâtiment au moment de le construire ou au moment de le modifier, bah, vous arrivez à avoir une aération naturelle qui est bien meilleure. Typiquement, par exemple, c'est les sheds qu'on a sur les toits des usines. Ça, c'est une invention très ancienne et très intelligente, puisque le shed vous protège contre le soleil direct, mais vous donne la lumière indirecte qui vient par le nord, qui est agréable. Et puis, c'est profils typiques d'usine. Et sur les sheds, en tout cas sur le haut du shed, on peut en plus mettre des panneaux solaires. Donc, ça, c'est des systèmes low-tech, super intelligents. Et on peut avoir la même chose sur des façades ou des choses comme ça, des lamelles, des stores à lamelles ou même des stores fixes qui protègent contre le soleil brutal de l'été, mais font entrer le soleil de l'hiver. Ça, c'est des systèmes qui sont tout à fait simples et qui permettent d'économiser de l'énergie. L'intérêt de réduire le gaspillage d'énergie est évident. C'est évidemment moins de coûts pour l'achat de l'énergie, hein, parce que l'énergie, il faut toujours l'acheter quand même. C'est moins d'exposition de l'entreprise à la variation des coûts de l'énergie. Vous savez bien, il y a le nombre d'entreprises qui ont eu des problèmes à cause de l'achat des coûts d'énergie, en particulier de l'énergie fossile qui varie beaucoup. Vous avez évidemment moins de CO2 quand vous arrivez à baisser les énergies fossiles, la consommation d'énergie fossile. Vous avez souvent, et ça c'est très important, des meilleures conditions de travail. Par exemple, si vous avez une halle surchauffée et parce qu'il y avait un processus qui dégageait de la chaleur, si vous pompez de la chaleur dans cette halle pour alimenter une pompe à chaleur, bah, vous refroidissez la halle et vous améliorez les conditions de travail. Vous avez la même chose avec le bruit. Si vous avez des monte-charges puis qui sont électriques, c'est beaucoup plus confortable pour les collaborateurs. Il n'y a pas le bruit, les vibrations, etc. Les vibrations, je disais, ouais. Vous avez une meilleure qualité de l'air, là c'est évident, dès qu'il n'y a pas un moteur à combustion, c'est une amélioration drastique du moteur électrique sur place. C'est aussi très important pour les conditions de travail. Souvent, ça exige des investissements. Ça va de très léger, par exemple, mettre un détecteur de mouvement, à franchement lourd, par exemple, remplacer des véhicules ou des fours. Donc, il y a toujours un calcul économique qui doit être fait. Est-ce que c'est possible? Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé qu'on voulait des aides
Pour l'industrie, elles ne sont pas toujours aussi à la hauteur de ce qu'on aimerait, elles sont des fois un peu bureaucratiques, etc. Mais sur le principe, on essaye d'aider et de soutenir l'industrie. Donc ça, c'est des exemples tout à fait concrets de choses qu'on peut faire pour réduire le gaspillage d'énergie. Vous pouvez optimiser votre approvisionnement en énergie. Ça, c'est aussi important. Donc la façon dont vous achetez ou dont vous produisez vous-même. D'abord, si vous produisez de l'électricité sur place, vous n'avez pas besoin de payer le timbre du transport ni les taxes. Donc, si vous pouvez faire du photovoltaïque, il faut évidemment faire. C'est le courant le moins cher de loin si vous ne devez pas porter les taxes, pas payer les taxes, puisque vous utilisez votre propre courant. Ça peut être éventuellement des usines, des installations à biomasse pour fabriquer de l'électricité et récupérer la chaleur, voire des éoliennes uniques, hein. Ça rappelle un peu la tradition historique de turbiner les rivières. C'est pour ça que toutes les industries sont au bord de l'eau. Historiquement, c'est parce qu'on turbinait les rivières pour avoir de la force mécanique et ensuite de l'électricité. Vous pouvez conclure des achats, des accords à long terme d'achat d'électricité, ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, PPA, qui permettent aux producteurs d'investir dans la production. Et ça vous donne un prix de revient, vous convenez un prix sur le long terme comme industrie, avec un parc solaire ou avec un exploitant d'éoliennes ou même un exploitant de barrage. Et puis vous dites, OK, nous, on t'achète ton électricité pendant 15 ans à un prix constant. Alors, quand le prix du marché est bas, nous, on paye un peu plus, mais ça nous est égal. Par contre, on est protégé contre les pics du prix du marché parce que tout d'un coup, il y a une pénurie ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est assez intéressant, cette logique d'achat à long terme. La Suisse et l'Europe essayent de le pousser dans cette direction parce que l'achat à long terme stabilise le prix et permet d'investir. Parce qu'au fond, aucun investisseur, aucun producteur d'électricité va investir si son contrat ne lui permet pas de couvrir ses coûts. Mais aucun acheteur va acheter de l'électricité si c'est beaucoup au-dessus des coûts de production, parce qu'il va dire là, tu exagères. Donc, on arrive à trouver le bon niveau entre prix et coût de production. Et ça, c'est l'avantage. Il n'y a pas oublié dans les processus qui utilisent beaucoup de chaleur à relativement basse température, le solaire thermique, notamment les laiteries, les buanderies, etc. Tous ces processus dans l'agroalimentaire ou dans le lavage, ça peut être assez intéressant de fabriquer de l'eau chaude. C'est évidemment plus productif en été qu'en hiver, mais maintenant il y a des panneaux solaires thermiques sous vide qui sont assez intéressants et qui ont un assez bon profil de production hivernale, comme le photovoltaïque. Vous avez évidemment la pompe à chaleur, ça on en a parlé tout à l'heure, qui est un des moyens efficaces. Vous pouvez acheter du biogaz ou acheter du gaz de synthèse. Alors les quantités sont limitées, c'est assez cher, mais pour les usages incompressibles, si vous êtes une aciérie par exemple, c'est vraiment incompressible d'avoir un peu de gaz pour les processus où vous avez besoin de haute température. Vous pouvez optimiser sur l'axe du temps. Ça, je montrerai après avec un graphique. Pour profiter des tarifs variables, tarifs d'énergie de réseau, pour profiter des tarifs interruptibles, vous pouvez aussi participer à la réserve hivernale, c'est vous dire, OK, votre usine, elle s'engage à interrompre sa production si momentanément il y a un problème d'approvisionnement dans le pays. Puis ça fait une semaine de chômage partiel ou enfin, il y a un contrat qui indemnise des pertes, mais qui peut être fait. Vous pouvez faire du stockage intermédiaire, plus ou moins sur 24 heures. Donc vous installez un rack de batterie et puis vous pouvez stocker votre propre production. Par exemple, si ça produit un peu trop autour de midi, puis que vous voulez utiliser ça aussi en soirée, puis en début de matinée, vous mettez vos batteries et ça vous permet d'optimiser l'usage de votre propre production ou bien d'acheter de l'énergie quand elle n'est pas chère. Ça, c'est un truc non négligeable. Euh, Vous pouvez évidemment faire votre propre hydrogène sur place, avoir un petit réservoir d'hydrogène, et puis quand il y a trop d'électricité, qu'elle est bon marché ou vous en avez trop vous-même, vous faites cette conversion et puis vous utilisez ensuite cet hydrogène. Vous pouvez aussi stocker de la chaleur, surtout si ce n'est pas de la chaleur à des températures extrêmes. Vous pouvez faire des réservoirs de chaleur. C'est aussi une possibilité. Donc, vous chauffez quand vous avez beaucoup d'énergie ou quand elle est bon marché. Et puis après, vous pouvez même, si vous avez de la chaleur latente, enfin des restes de chaleur de processus, puis vous devez évacuer de la chaleur, vous pouvez la mettre dans le sous-sol avec une sonde géothermique, vous réchauffez un peu le sous-sol, et puis là, elle reste captive, la chaleur, elle s'échappe que très lentement. Puis après, vous pouvez la réutiliser en hiver, par exemple pour un chauffage à distance ou pour autre chose, donc ou même éventuellement pour votre propre pompe à chaleur dans l'usine. Donc ça dépend un peu de la qualité du sous-sol, mais ça, c'est des possibilités qui sont intéressantes. Là autour, il y a évidemment toujours des enjeux de conditions de travail, d'horaire, de bruit, de qualité de l'air et de vacances. Alors évidemment, l'horaire, c'est plutôt positif parce que de l'énergie, il y en a la journée, puis on est des animaux diurnes, on n'aime pas le travail nocturne. Donc, du point de vue, le solaire et les besoins des syndicats se recouvrent assez bien. Euh,
C'est un peu moins le cas pour les vacances, évidemment, parce qu'il y a une tentation de dire, OK, on fait une pause dans les usines du 15 décembre au 15 janvier. C'est peut-être pas le moment où les gens ont le plus envie d'aller en vacances, mais c'est le moment où l'énergie est le plus rare, c'est le moment où il y a le moins de soleil. Et donc, mais pour la survie économique, ça peut être censé. Et puis, bon, c'est clair que tout ce qui est électricité est beaucoup mieux en matière de bruit, de qualité de l'air, aussi quand même aussi de sécurité. Un point que vous pouvez aussi faire, je viens avec un exemple là-dessus, c'est hybrider les fours. C'est-à-dire que vous ayez des fours qui fonctionnent pas seulement au gaz, mais qui peuvent aussi utiliser de l'électricité. Comme ça, dès que l'électricité est bon marché, ou bien dès que vous avez suffi de la production sur votre toit, vous utilisez de l'électricité et vous utilisez du gaz seulement quand vous n'avez pas d'électricité ou qu'elle est chère, l'électricité. Là, il y a un exemple tout à l'heure qui va venir. Je commence avec l'exemple des batteries. Donc ça, c'est un rack de batterie ici, un conteneur de 20 pieds qui contient 4 mégawattheures. Et les prix sont devenus vraiment franchement bas, hein. On est autour actuellement de 200 francs par 200 francs par kilowattheure stocké. Donc vous avez des durées, tout compris, hein, le conteneur livré, branché au réseau électrique. Et ça baisse, ça continue de baisser très rapidement parce que les batteries font des progrès techniques impressionnants. Donc ça devient de plus en plus une option. En plus, ça vous sécurise l'approvisionnement en cas de panne d'électricité face à différents autres avantages. Vous pouvez les mettre, si elles ne sont pas complètement vides ou pas complètement pleines, vous pouvez vendre aussi des prestations au réseau pour stabiliser le réseau. C'est aussi quelque chose qui se vend et s'achète. Donc, des installations de batterie, c'est super intéressant. Il y en a 1000 marques. Là, j'en ai choisi une parce que je trouvais que l'image était parlante. On comprend que c'est des racks de batterie à l'intérieur, mais ça pourrait être autre chose. Ici, vous voyez l'évolution depuis 2020 de la baisse des prix. On est en 2025 et ça se continue. Pour la petite histoire, le prix des batteries depuis 1990, le prix des batteries au lithium a baissé de 99%. Et ça continue. Donc, maintenant, on a aussi des batteries au sodium. Il y a beaucoup moins de métaux toxiques, etc. Ça fait des progrès très rapides. Et là, vous avez l'exemple du tarif variable, celui qu'on a au groupé. Pour l'instant, c'est seulement pour les clients captifs. Normalement, si vous avez un client captif, pour l'électricité, donc tout compris, énergie, réseau et taxes, tarif de nuit, hop, tarif de jour. Tarif de nuit, 22 centimes, tarif de jour, 32 centimes. Évidemment, on travaille la journée, donc on paye 32 centimes, on trouve ça un peu cher. Si vous avez un système de batterie, vous êtes un peu flex dans votre production, vous dites, OK, nous, on met nos machines en marche à 9 heures du matin jusqu'à 18 heures. Ce jour-là, le 3 juin, on aurait acheté notre électricité vachement moins chère comme usine. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est avoir un peu des batteries, puis dire, OK, quand l'électricité est super bon marché, quand il y a beaucoup de solaire, on en achète plus, et puis on la stocke pour la consommer le matin et puis pour couvrir le pic du soir. Et là, je veux dire, on est en train de discuter d'économies de l'ordre de 15 centimes par kilowattheure. Donc, vous avez vite amorti votre batterie. On n'est plus du tout dans l'anecdotique. Alors, évidemment, en hiver, le profil de la courbe est moins marqué que ça, mais il est quand même marqué. Et ça, c'est calculé toujours la veille à 11 heures. Alors, si la météo est mauvaise, la différence est un peu moins grande que si la météo est grand soleil. Ça dépend des jours. Là, c'était la courbe du 3 juin 2005. Et maintenant, ça, c'est dans le groupé, c'était très pionnier. C'était seulement pour les petits clients. Mais à terme, ça va venir pour tout le monde parce que tout le monde a intérêt, toutes les entreprises électriques et les exploitants de réseau ont intérêt à ce que les gens consomment de l'énergie quand il y a du soleil. Parce que sinon, ça surcharge le réseau. Donc et puis sinon, éventuellement, dans le pire des cas, c'est la question que posait Matteo, elles doivent acheter de l'électricité à 6 centimes et le revendre à moins 3 centimes. Donc elles perdent 8 centimes ou 9 centimes. Ça, c'est vraiment absurde. Un autre exemple, ça, c'est une entreprise autrichienne, juste de l'autre côté de la frontière. Eux, ils fabriquent des stores à lamelles. Et pour faire leur store à lamelles, ils ont besoin de passer à 200 degrés pour laquer, enfin, pour fabriquer la surface des stores à lamelles. Et ils avaient prévu leur investissement dans cette nouvelle usine juste au moment où la guerre en Ukraine a éclaté. Puis ils se sont dit, on va quand même réfléchir, on ne va pas investir juste dans une usine qui chauffe à 200 degrés avec du gaz, on va voir si on ne peut pas faire aussi un système de chauffage électrique. Ce qu'ils ont fait. Et vous voyez sur la photo qu'ils ont mis à fond du solaire partout. On ne voit pas, mais il y a aussi sur certaines façades aussi du solaire. Donc, ils ont investi un max de solaire là-dedans. Et en plus, ils récupèrent la chaleur de la halle de production pour la pompe à chaleur. Donc, ils préchauffent, je ne sais pas, jusqu'à 150 degrés avec la pompe à chaleur. Puis, la fin, ils font encore à l'électricité pure sans pompe à chaleur. Et après bientôt une année, 80% de l'énergie utilisée est produite par leur propre photovoltaïque sur les toits. Donc, c'est vraiment l'énergie la plus avantageuse. Et ils n'achètent même pas 20% de gaz. Donc, le résultat est bien meilleur que tout ce qu'ils avaient modélisé. Donc, c'est évidemment super intéressant au plan technique. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà dans les ranges de température un peu élevés.
Et ça, c'est typiquement des entreprises comme on a en Suisse avec des produits de haute qualité, etc. Donc, je trouve que c'est un bel exemple d'hybridation. C'est ce que j'ai proposé dans mon livre, mais c'est la première fois que j'ai vu un exemple concret qui a été réalisé. Ils ont eu l'idée avant que j'écrive mon livre, d'ailleurs, ou en même temps que je l'ai écrit. Donc, ça montre que c'était assez réaliste et puis que ces solutions elles vont se généraliser. Parce qu'en plus, si l'électricité est bon marché, mais qu'eux en ont pas assez, ils peuvent acheter de l'électricité, ils ne sont pas obligés d'acheter du gaz fossile. Donc, à la fin, s'ils ont réussi à renoncer à 90% du gaz qu'ils utilisaient avant, ils n'ont plus que le dernier petit bout à décarboner dans les moments difficiles. Et puis peut-être ils arriveront à la conclusion qu'ils adaptent leur cycle de production, puis que peut-être ils ne produisent pas du 15 décembre au 15 janvier, et puis là, ils font la révision des machines. Enfin, je ne sais pas comment ils sont organisés, mais ils peuvent aussi s'organiser comme ça. Donc, il y a un vrai intérêt ici. Un dernier point important d'optimisation, c'est évidemment de fabriquer des appareils et des produits qui consomment moins dans leur utilisation. Typiquement, si vous êtes un fabricant de pompes à chaleur, ben, vous faites ça. Ou si vous êtes un fabricant de tracteurs électriques, comme l'entreprise Rigitrack à Cusnartam-Rigi, vous fabriquez des produits qui, dans leur utilisation et leur cycle de vie, sont plus écologiques. Vous pouvez intégrer des matières ou des composants plus écologiques dans la fabrication et puis avoir des produits qui sont plus faciles à démonter, qui sont éco-conçus, il y a une directive européenne là-dessus, euh, qui sont recyclables, qui ont une durée de vie prolongée, etc. Un exemple typique, c'est quand on construit des bateaux, marquer chaque plaque en acier du type exact d'acier que c'est pour pouvoir recycler exactement dans ce processus pour avoir exactement le même acier sans avoir un mélange des sortes d'acier qui est après très compliqué à retravailler en acier de bonne qualité ou à la fin, vous faites peut-être la ratatouille, comme ils disent à Gerlafingen, c'est-à-dire vous mélangez tous les types d'acier pour faire de l'acier de mauvaise qualité, enfin de l'acier basique que vous pouvez utiliser plus que dans des fers à béton. Donc ça, cette idée de bien concevoir les matériaux, de bien concevoir des produits, de leur concevoir une longue durée de vie, c'est très important. Petit détail, les véhicules électriques, ils ont une durée de vie bien plus grande parce qu'il n'y a pas les vibrations. Vous le voyez très bien dans les trolleybus qui ont 30 ans de vie, alors que les autobus, après 12 ans de vie, ils sont foutus parce qu'ils ont trop vibré. Et ça, ça a des aspects qui sont très importants. Donc, ça, c'est aussi, pensez-y dans vos matériaux. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je vous fasse toute l'histoire des émissions positives ou négatives, ou bien on va un peu à la conclusion? Je passe encore ça? Ouais, bah, je passe brièvement. Puis, donc, une émission négative consiste à capturer du CO2 dans l'air ou à la sortie d'une cheminée, puis à l'enfuir ou le stocker dans un sol ou le stocker dans un matériel, etc., pour diminuer la concentration de CO2 dans l'air. Alors, j'ai fait 6 cas de figure que j'ai repris de mon bouquin. C'est pour ça qu'il y a une autre mise en page. Mais pour bien comprendre ça, parce qu'on discute toujours de ces émissions positives, ces émissions négatives, puis il y a une grande confusion. Donc, le cas numéro un, c'est vous brûlez des énergies fossiles, donc du gaz, du pétrole, du charbon, vous sortez du sous-sol cette matière, vous la brûlez dans l'usine, vous émettez du CO2. C'est une émission positive. Positif, c'est au sens du plus, pas au sens moral, évidemment, puisque c'est négatif, mais au sens arithmétique. Deuxième cas, vous avez de la forêt qui grandit, les plantes grandissent, puis ensuite elles meurent, elles pourrissent, elles se décomposent. Ça, c'est un cycle, c'est neutre sur le long terme. S'il y a tout d'un coup un incendie de forêt, ça peut émettre beaucoup de CO2, mais après la forêt repousse, elle réabsorbe ce CO2. Ça, c'est complètement neutre. Et puis si votre forêt grandit ou vous faites de la reforestation, bah, vous stockez du CO2 à long terme, mais tout d'un coup, il peut y avoir une catastrophe comme un incendie ou une tempête qui couche les arbres et puis ils se décomposent, et donc vous avez des émissions. Mais globalement, sur le long terme, on peut dire que c'est neutre, à condition que vous ne déforestiez pas. C'est pour ça que ce que fait Lula au Brésil est très important de lutter contre la déforestation, en plus de tous les autres aspects de biodiversité. Mais la déforestation est vraiment un problème important. Donc ça, c'est neutre, c'est des émissions neutres. Le cas de l'utilisation du bois est très intéressant. Si on part du principe que c'est du bois euh, coupé dans des forêts comme on le fait en Suisse, ou après on replante des arbres, où on laisse la forêt repousser naturellement, mais on ne défriche pas définitivement. Et dans ce cas, vous utilisez l'énergie du bois, donc ça émet du CO2, mais après les arbres qui repoussent, ils vont réabsorber ce CO2. Et donc, en fait, vous êtes dans un cycle fermé. Le CO2 est absorbé par l'arbre, qui est ensuite brûlé, ça réémet, et puis c'est réabsorbé. Et l'avantage de ça, c'est en soi, c'est un processus neutre, mais comme vous brûlez du bois, vous le faites à la place de brûler du pétrole ou du gaz, et donc ça aide à la réduction des émissions. Après, le potentiel du bois, il n'est pas infini non plus.
Et puis, faudrait, quand on importe du bois, il faut s'assurer qu'il ait vraiment été produit dans des conditions où la forêt repousse. Alors, c'est sûrement le cas au Canada, si on coupe du bois au Canada ou en Tchéquie, mais ce n'est pas le cas si on coupe de la forêt tropicale sur des sols très pauvres, où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'humus, et puis souvent où la forêt est définitivement perdue. Maintenant, des cas d'émissions négatives. C'est la capture industrielle de CO2 dans l'air. Alors ça, c'est le fantasme absolu euh, de beaucoup de technocrates. C'est par exemple l'usine de Climework à Zurich, une usine qui a maintenant, enfin, qui a une usine, une société qui a des pilotes et qui a aussi un pilote en Islande pour mettre mettre ce CO2 dans le sous-sol basaltique. Le problème, c'est que ça consomme passablement d'énergie pour capturer le CO2 dans l'air. Donc, ça consomme plus d'énergie que vous en avez gagné en brûlant le CO2. Donc, c'est vraiment que pour des cas de figure où on n'a pas d'autre solution que d'éviter les émissions, ben et où si la température s'est réchauffée à 6 degrés et puis que c'est insupportable, on fera peut-être un effort industriel à l'état mondial, mais c'est assez compliqué. Euh, un cas un peu plus simple, qui peut faire des émissions négatives ici, c'est quand vous brûlez du CO2, pardon, vous brûlez de la biomasse, donc vous prenez du bois, vous le brûlez, et au lieu de laisser ce bois brûler, ce CO2 brûler, repartir dans l'atmosphère et être réabsorbé par les plantes, vous le capturez et vous le mettez dans le sous-sol. Ça, c'est plus facile parce que à la sortie d'une cheminée, le CO2 il est plus concentré, donc il est plus facile à capturer. Et puis, dernier point, c'est la capture du CO2 qui est d'origine fossile, donc vous brûlez du gaz ou du charbon dans votre usine, mais vous capturez le CO2 à la sortie de votre usine et vous le mettez dans le sous-sol. Tout ça, c'est quand même des technologies très compliquées. C'est quand même des technologies chères. Certaines fonctionnent, plus ou moins, mais ça reste assez difficile. C'est vraiment pas pour les consommations courantes. C'est vraiment que pour les émissions incompressibles, très difficiles à éviter. C'est pas un système à généraliser. Et voilà, j'arrive au dernier point de ma présentation. Comment empoigner le dossier quand vous êtes dans une usine ou dans une entreprise? C'est peut-être le point le plus difficile. Souvent, les entreprises, elles ont moyennes et grandes, elles ont déjà pris beaucoup de mesures, hein, de leur propre initiative ou grâce à un des dispositifs légaux. Donc, il y a la convention d'objectifs avec le canton pour l'efficacité de l'usage de l'électricité. Souvent, en cherchant à optimiser l'usage de l'électricité, on a optimisé encore d'autres choses. Il y a l'exemption de la taxe CO2 en échange d'investissement. Donc là, on doit s'engager à faire analyser son entreprise et réduire ses émissions. Et ici, souvent, on veut réduire le CO2, mais on arrive aussi à réduire l'électricité parce qu'on voit des tas de problèmes et des tas de points qu'on peut optimiser. Vous avez le programme bâtiment qui aide pour tout ce qui concerne le chauffage et l'isolation. Vous avez toutes les aides pour la production d'électricité renouvelable. Mais le problème principal qu'on a, c'est que souvent, les entreprises, elles ont encore la vision de baisser un peu les émissions. Elles n'ont pas l'idée qu'elles doivent aller à zéro. Maintenant, la nouvelle loi dit à l'horizon 2050, tout le monde doit être à zéro. Ou bien, si on n'arrive pas à aller à zéro, acheter des émissions négatives. Donc, cette loi, elle a été approuvée quand même à 60%, 59% par le peuple suisse. Elle est en vigueur et vous, dans les entreprises, vous pouvez vous appuyer sur cette loi qui s'appelle la loi climat et innovation. Et d'ailleurs, ce que j'observe dans les faits, c'est que souvent, beaucoup de gens, effectivement, dans les entreprises qui ont envie d'aller de l'avant, argumentent de cette loi, de ces obligations pour aller de l'avant. Dans cette loi, il est prévu d'avoir des feuilles de route net zéro et des soutiens à l'innovation. Ces feuilles de route net zéro, c'est très important parce que ça montre la stratégie à long terme pour réduire les émissions. Et ça évite aussi, par exemple, des fois de faire des mauvaises stratégies à court terme qui ensuite sont des dead ends et puis qui ne permettent pas d'aller à long terme, d'aller sur le long terme. L'exemple typique, vous avez un four à gaz, puis vous dites, ah, on peut réduire de 10% la consommation en l'isolant mieux. Vous investissez là-dedans, puis après 5 ans plus tard, vous dites, ouais, mais bon, chauffer avec du gaz, c'est quand même ridicule, on passe à un four électrique. Et puis, votre isolation du four à gaz, elle est perdue. C'est typiquement un exemple d'un investissement dead end qu'il faut éviter. Donc, c'est très important d'avoir une vision à long terme pour l'entreprise, d'avoir fait un plan à long terme pour l'entreprise, même si vous savez que pas toutes les techniques sont encore disponibles et que certaines techniques ne viendront plus tard, mais il faut avoir cette vision. Alors ça, je vais donner l'exemple du four à gaz. Et puis, toujours se faire conseiller par un bureau spécialisé. Parce que, en fait, il faut combiner la fine connaissance de l'entreprise, et ça, c'est très souvent les collaborateurs qui l'ont en détail, et le management intermédiaire, et puis la compétence externe sur les systèmes énergétiques, parce que c'est quand même très vaste, et donc, c'est pas si facile d'avoir raison tout seul dans son coin.
Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Alors, je vous ai marqué ici quelques liens, c'est ma dernière page. Ici, il y a la liste d'un peu toutes les mesures pour la décarbonation et les feuilles de route, l'ensemble des dispositifs de la Confédération. Et puis, il y a deux agences spécialisées de l'économie. Il y a l'ENAV, enfin, l'AENEC en français, pardon, j'ai mis l'abréviation allemande, qui est l'émanation d'économie suisse, ils sont assez compétents, même s'ils sont REAC, fait économie suisse et REAC. Et puis ACT, ils font la même chose, mais c'est dérivé de Swiss Clean Tech. Donc ça, c'est plutôt l'association des entreprises progressistes qui trouvaient que économie suisse est trop REAC. Donc les deux font du bon travail dans ce domaine, indépendamment du fait que l'ENAV est dépôt d'économie suisse. Des fois, les patrons préfèrent travailler avec l'ENAV parce qu'ils sont plus à l'aise, parce que c'est économie suisse, mais en fait, c'est des entreprises qui font enfin des agences qui font du bon travail. Voilà ce que j'aimerais vous dire, c'est un peu aussi le message de mon bouquin, c'est qu'entre le déni et le désespoir, il existe un chemin rationnel, et c'est celui-là qu'il faut faire. On n'a pas tellement d'autres choix. Voilà.